Venez, mamie, sans vous l'anniversaire ne sera pas pareil, m'ont-ils dit. Alors j'ai pris l'avion, j'ai apporté des cadeaux, mon moule à tarte préféré, et tout mon cœur avec moi. Je suis arrivée, j'ai attendu, j'ai appelé, puis j'ai vu la photo. Il fêtait déjà son anniversaire. Tous ensemble. Sans moi. Et ce soir-là, sur le trottoir d'une ville étrangère, j'ai compris une chose que j'aurais dû comprendre depuis longtemps. J'ai 69 ans, et il faut croire qu'à mon âge on peut encore être surprise par l'espoir. Ce jour-là, mon téléphone a sonné en fin d'après-midi. J'étais dans la cuisine, en train de ranger la vaisselle, quand j'ai vu le nom de mon fils, Olivier, s'afficher sur l'écran. Rien que cela, déjà, m'a arrêté. Olivier n'appelait pas souvent sans raison. D'habitude, il envoyait un message rapide, ou bien il rappelait plusieurs jours plus tard, comme si le temps n'avait pas la même valeur pour lui que pour moi. J'ai décroché tout de suite. Sa voix était douce, presque trop douce, mais sur le moment je n'ai pas voulu y penser. Il m'a dit qu'il préparait son anniversaire en famille, que les enfants parlaient déjà de moi, qu'il voulait absolument que je sois là. Puis ma belle-fille, Élodie, a pris le téléphone à son tour. Elle a ajouté avec chaleur que sans moi la fête ne serait pas la même, que les petits me demandaient quand j'allais arriver, et qu'ils avaient vraiment envie de me serrer dans leurs bras. Je ne sais pas si quelqu'un qui n'a jamais vécu cela peut comprendre ce que j'ai ressenti à cet instant. Quand on a passé des années à être utile plus qu'attendu, à être appelé surtout quand il faut aider, garder, préparer, payer parfois, entendre tout à coup qu'on vous veut, simplement vous, cela touche un endroit très fragile dans le cœur. Je suis restée un moment silencieuse, le téléphone contre l'oreille, comme si j'avais peur de répondre trop vite et de briser quelque chose. Puis j'ai dit oui. Oui, bien sûr que je viendrai. Et en raccrochant, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti monter en moi une joie presque oubliée. Une joie simple, mais immense. Celle de me dire que, peut-être, cette fois, on ne m'invitait pas par politesse. Peut-être que cette fois, on m'attendait vraiment. Après cet appel, je ne me suis pas tout de suite remise à mes habitudes. Je suis restée quelques minutes dans la cuisine, immobile, les mains posées sur la table, comme si je voulais savourer cette sensation nouvelle. On m'avait invitée. Pas pour aider, pas pour garder les enfants, pas pour dépanner, mais pour être là. Le lendemain matin, je suis sortie plus tôt que d'habitude. Il faisait froid, un de ces matins gris où les rues sont presque vides. Je suis passée d'abord par la librairie près de la place. Les enfants aiment lire, enfin, c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois. J'ai choisi 2 livres soigneusement, un sur les robots pour Lucas, et un autre sur les animaux marins pour la petite Clara. J'ai passé du temps à les feuilleter, à imaginer leur visage quand ils ouvriraient les paquets. Ensuite je suis allée dans une petite boutique de confiserie. J'y ai pris une boîte de chocolat, ceux avec la cerise à l'intérieur. Élodie les adorait autrefois. Je ne savais pas si c'était toujours le cas, mais j'espérais que oui. En rentrant chez moi, j'ai ouvert l'armoire de la cuisine et j'ai sorti mon vieux moule à tarte. Celui avec le bord un peu ébréché. Je l'utilise depuis des années. C'est avec lui que j'ai fait les gâteaux d'anniversaire d'Olivier quand il était petit. Je l'ai essuyé doucement avec un torchon propre et je l'ai posé dans la valise, comme si c'était un objet précieux. Et puis il y avait la question des vêtements. Je me suis regardée dans le miroir de la chambre et je me suis dit que je voulais être jolie. Pas extravagante, non, mais digne. Comme quelqu'un qui compte. Alors je suis retournée en ville et je me suis offert une nouvelle veste. Une belle, douce, d'un bleu profond. La laine était chaude et légère à la fois. Quand je l'ai essayée dans la cabine, j'ai eu l'impression qu'elle avait été faite pour moi. Je l'ai pliée soigneusement et posée au-dessus de tout dans ma valise. Ce n'étaient que des petites choses, peut-être. Des livres, un moule, une veste. Mais pour moi, c'était bien plus que cela. C'était ma façon de dire. Je viens avec le cœur ouvert. En préparant ma valise, je faisais tout lentement, presque avec soin excessif. Comme si chaque geste avait de l'importance. Je pliais les vêtements une seconde fois, je vérifiais les cadeaux, je regardais encore les billets d'avion, l'heure du départ, l'adresse de leur maison. Et au fond de moi, quelque chose que je croyais presque éteint a commencé à se réveiller. L'espoir. Vous savez, avec les années, on apprend à ne plus trop attendre. On se dit que c'est plus simple comme ça. On rend service quand on nous le demande, on envoie des messages pour les anniversaires, on reste à sa place, discrètement. C'est plus calme, moins dangereux pour le cœur. Mais cette fois, c'était différent. Il m'avait appelé.
Ils avaient insisté. Ils avaient dit que sans moi ce ne serait pas pareil. Et ces mots tournaient dans ma tête pendant que je fermais ma valise. Je me surprenais à imaginer la porte qui s'ouvre, les enfants qui courent vers moi, les bras qui m'entourent, les rires autour de la table. J'imaginais Olivier qui me dit « Maman, on est vraiment content que tu sois venue. » Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus envie d'être simplement la personne utile, celle qui est dans silence et qui repart avant la fin. Non. Cette fois, j'espérais être autre chose. Pas une présence pratique. Pas une solution. Mais une vraie place dans la famille. Une place qui m'appartient. Je n'ai rien demandé à Olivier. Quand j'ai ouvert le site pour acheter le billet d'avion, ma première pensée a été de lui écrire. Est-ce que vous pouvez me réserver un billet? Mais j'ai fermé la fenêtre du message avant même d'avoir commencé. Je ne voulais pas gâcher cette invitation avec des questions d'argent. J'ai un petit enveloppe dans le tiroir de la commode, celui où je garde mes papiers importants. Dans cette enveloppe, je mets parfois quelques billets de côté. Ce n'est pas une grande somme, juste ce qui reste de la pension quand j'arrive à économiser un peu. Je l'appelle mon argent pour les jours imprévus. Ce soir-là, j'ai compris que c'était exactement ce genre de jour. Je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai choisi un vol direct. Le moins cher, mais correct. Puis, sans trop réfléchir, j'ai même payé un petit supplément pour avoir un siège avec un peu plus d'espace pour les jambes. C'était peut-être inutile, mais je me suis dit que, pour une fois, je pouvais me permettre un peu de confort. Après tout, je traversais la moitié du pays pour voir ma famille. Quand la confirmation est arrivée dans ma boîte mail, j'ai relu les détails plusieurs fois, le numéro du vol, l'heure d'arrivée, le terminal. Tout était bien réel. Je n'ai rien dit à Olivier ce soir-là. Je me suis simplement dit que ce serait plus beau d'arriver sans rien demander, comme une surprise simple. Comme quelqu'un qui vient parce qu'elle en a envie, pas parce qu'elle attend qu'on s'occupe d'elle. Et, en fermant l'ordinateur, je me suis surprise à sourire toute seule dans la cuisine. Parce que, pour une fois, j'avais l'impression d'aller quelque part où l'on m'attendait vraiment. Le jour du départ, je suis arrivée à l'aéroport un peu trop tôt, comme toujours. C'est une habitude que je n'ai jamais perdue. Partir en avance, vérifier les choses 2 fois, s'asseoir tranquillement avant l'embarquement. Dans l'avion, il y avait beaucoup de monde. Des enfants avec des écouteurs trop grands pour leurs oreilles, des jeunes qui tapaient sur leurs ordinateurs, des couples qui parlaient à voix basse. Moi, je me suis installée près du hublot et j'ai posé les mains sur mes genoux. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé les nuages passer lentement derrière la vitre. Et mon esprit est parti ailleurs. Je pensais déjà à la maison de mon fils. À la table dressée, aux assiettes qui s'entrechoquent, aux voix qui se mélangent. Je m'imaginais la porte qui s'ouvre et les enfants qui crient. Mamie est arrivée. Lucas viendrait sûrement me montrer un nouveau jouet. Clara me raconterait quelque chose avec ses grands gestes et ses phrases qui partent dans tous les sens. Et Olivier, peut-être qu'il me serrerait dans ses bras, comme il le faisait quand il était plus jeune. Ces images défilaient dans ma tête pendant tout le vol. Je pensais aussi au moment où nous serions tous assis autour de la table. Les bougies, les rires, les conversations qui se croisent. Et moi, là, au milieu d'eux. Pas à côté. Pas en retrait. Mais avec eux. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cela. L'impression d'aller vers quelque chose qui m'attend. Pas un devoir, pas une visite rapide, mais une vraie place parmi les miens. Et, en regardant les nuages défiler sous l'aile de l'avion, je me suis dit doucement. Peut-être que cette fois, je rentre vraiment dans ma famille. Quand l'avion a commencé sa descente, j'ai redressé mon siège et regardé la ville apparaître sous les nuages. Les lumières formaient de longues lignes dorées, les rues semblaient minuscules vues d'en haut. C'était une ville étrangère pour moi, mais ce soir-là je ne la voyais pas comme une étrangère. Parce que quelque part là-bas, pensais-je, ma famille m'attend. Quand nous avons atterri, tout le monde s'est levé presque en même temps. Les compartiments se sont ouverts, les manteaux sont sortis, les gens parlaient déjà au téléphone. Moi, je suis restée assise quelques secondes de plus, calmement. J'ai lissé ma jupe, remis une mèche de cheveux derrière mon oreille et pris mon manteau. Dans ma valise, les livres pour les enfants étaient bien rangés, la boîte de chocolat aussi. Et la nouvelle veste bleue, celle que j'avais achetée spécialement pour ce jour. En marchant vers la sortie de l'aéroport, je sentais la fatigue du voyage dans mes jambes, mais au fond de moi il y avait quelque chose de léger. Une joie tranquille. Je passais parmi les autres passagers, tirant mon petit bagage derrière moi. Les roues du chariot faisaient un bruit régulier sur le sol brillant.
Au-dessus des portes, les panneaux indiquaient « Sortie » et « Zone des arrivées ». Et je savais, j'en étais absolument certaine, que dès que je franchirais ces portes, je verrais Olivier. Peut-être qu'il lèverait la main pour me faire signe. Peut-être que les enfants couraient vers moi en criant « Mamie ». Je me suis même surprise à sourire avant d'atteindre la sortie. J'étais fatiguée, oui, mais heureuse. Parce que j'étais convaincue qu'au bout de ce couloir, quelqu'un m'attendait. Quand les portes automatiques se sont ouvertes, l'air frais de l'extérieur est entré dans le hall. Devant moi, il y avait la zone des arrivées. Des gens attendaient avec des fleurs, d'autres avec des pancartes, certains criaient des prénoms en agitant les bras. Je me suis arrêtée près de la barrière, ma valise à côté de moi. Au début, je ne me suis pas inquiétée. Il y avait beaucoup de monde. Je regardais les visages, un par un, pensant que peut-être Olivier était un peu plus loin, caché derrière quelqu'un. Un couple s'est retrouvé juste devant moi et ils se sont serrés dans les bras si fort qu'ils ont failli tomber. Un petit garçon a couru vers sa grand-mère en criant. Une jeune femme agitait un bouquet de fleurs. Et moi, je continuais à regarder autour de moi. Les minutes ont passé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit un message simple. Je viens d'arriver. Je suis à la sortie principale. Le message est parti immédiatement. J'ai attendu. Personne ne s'est approché. Personne ne m'a appelé. J'ai regardé l'écran encore une fois. Le message était bien envoyé. Pas de réponse. Pas même un petit mot pour dire « on arrive ». Je suis restée debout, ma valise à côté de moi, les mains serrées autour de la poignée. 10 minutes sont devenues 20. Les gens autour de moi changeaient. Les visages partaient, d'autres arrivaient. Les retrouvailles continuaient, les rires aussi. Et moi, je restais là, avec cette sensation étrange, comme si j'étais la seule personne que personne n'était venu chercher. Je n'ai pas bougé. À un moment, mes jambes ont commencé à me faire mal, mais je suis restée debout quand même. Parce que tant qu'on attend, on peut encore croire que tout va s'arranger. Je me disais qu'ils étaient peut-être simplement en retard. La circulation, les enfants. Un parking introuvable. Il peut arriver tellement de petites choses quand on doit venir chercher quelqu'un à l'aéroport. Je regardais chaque voiture qui s'arrêtait devant l'entrée. Chaque fois que quelqu'un sortait en courant pour rejoindre un proche, mon cœur se serrait un peu. Je levais la tête, presque automatiquement, en me disant « Et si c'était eux ?» Mais ce n'était jamais eux. J'ai repris mon téléphone. L'écran était toujours silencieux. J'ai relu mon message, comme si les mots pouvaient changer tout seuls. Puis j'en ai envoyé un autre. Je suis devant la sortie principale, près du panneau avec l'avion. Le message est parti. Encore une fois. Je n'ai pas osé appeler tout de suite. Appeler, c'était déjà admettre que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai attendu encore un peu. Parce que tant que je restais là, immobile avec ma valise, il existait encore une petite possibilité. Une petite excuse simple. Ils arrivent, ils sont en route, ils vont apparaître dans une minute. Et dans cette minute qui ne venait pas, je continuais d'y croire. Au bout d'un moment, j'ai senti que quelque chose changeait en moi. Au début, c'était juste de l'impatience. Puis un peu d'inquiétude. Mais maintenant, c'était autre chose. Une sensation froide, lente, qui montait doucement dans la poitrine. J'ai regardé autour de moi encore une fois. La foule avait changé. Les personnes qui étaient là quand je suis sortie de l'avion étaient déjà parties depuis longtemps. D'autres familles s'étaient retrouvées, d'autres valises avaient disparu. Les rires continuaient, mais ils n'étaient plus pour moi. Je me suis assise sur un petit banc près de l'entrée. Mes genoux me faisaient mal et mes mains étaient devenues froides autour de la poignée de ma valise. J'ai essayé d'appeler Olivier. Un bip. 2. 3. Personne n'a répondu. J'ai laissé un message court, la voix un peu trop calme. Olivier, je suis arrivé. Je t'attends devant la sortie. Puis le silence est revenu. Je regardais les portes automatiques s'ouvrir et se fermer sans arrêt. Des gens entraient, des gens sortaient. Le monde continuait tranquillement autour de moi. Et petit à petit, une pensée que je ne voulais pas accepter a commencé à prendre de la place. Cette sensation que je connaissais déjà. Celle d'être à côté. Comme si la vie des autres avançait quelque part devant moi, et que moi, je restais toujours un peu en dehors du cadre. Comme une chaise qu'on oublie de rapprocher de la table. Je n'avais encore aucune preuve. Mais au fond de moi, quelque chose murmurait déjà la vérité. Peut-être qu'il ne viendrait pas. J'étais encore assise sur ce banc, la valise posée contre ma jambe, quand mon téléphone a vibré dans ma main.
Pas un appel. Juste une notification. Pendant une seconde, mon cœur a battu plus vite. J'ai pensé que c'était peut-être Olivier qui m'écrivait enfin. On arrive, ou désolé, on est coincé dans les bouchons. J'ai retourné le téléphone et j'ai ouvert l'application. Ce n'était pas un message. C'était une photo. La première chose que j'ai vue, c'était la table. Une grande table en bois, couverte de plats. Une belle nappe claire, des verres levés, des bougies allumées. On voyait un gâteau au milieu, avec des petites flammes tremblantes. Puis j'ai reconnu les visages. Olivier était là, assis au centre, dans ce pull gris que je lui avais tricoté l'hiver dernier. Il souriait largement. À côté de lui, Élodie penchait la tête vers lui, le verre levé. Derrière eux, les enfants riaient. Lucas faisait une grimace. Clara levait son jus comme si c'était du champagne. Tout le monde était là. Tous. Sous la photo, il y avait une phrase courte. Une maison pleine, un cœur plein. Joyeux anniversaire à notre papa. Je suis resté immobile. J'ai regardé l'image une deuxième fois, plus lentement. J'ai observé chaque coin de la table, chaque chaise, chaque sourire. Comme si je cherchais quelque chose. Une place libre. Un couvert de plus. Un signe. Mais il n'y avait rien. La fête avait déjà commencé. Et moi, j'étais toujours assise sur ce banc, à l'aéroport, avec ma valise. Je suis restée longtemps à regarder cette photo. Pas parce qu'elle était belle, mais parce que je voulais être sûre de ce que je voyais. J'ai agrandi l'image avec 2 doigts. L'entertainment. Comme si, en regardant de plus près, quelque chose allait apparaître. La table était grande. Bien dressée. Il y avait de l'oie rôtie, des pommes de terre, des salades dans de grands plats. Des bougies allumées éclairaient les visages. Les verres étaient levés. On voyait même un gâteau décoré avec soin. Et les visages. Olivier riait. Élodie souriait comme sur les photos de magazines. Lucas penchait la tête vers son père. Clara essayait de souffler une bougie avant le moment. Tout semblait parfait. Une famille réunie. Un anniversaire réussi. Une maison pleine. Je regardais chaque détail, comme si j'essayais de trouver une petite erreur dans cette image. Une chaise vide. Une assiette en trop. Un coin de table réservé. Mais il n'y avait rien. Toutes les places étaient prises. Chaque chaise avait quelqu'un dessus. Chaque assiette avait un invité. Même les coins de la table étaient occupés par des plats ou des verres. Il n'y avait pas même un petit espace, qui aurait pu être pour moi. Pas une chaise vide. Pas une mention. Pas un signe. La photo était complète. Complète, sans moi. Je suis restée assise là, le téléphone dans les mains. Autour de moi, les portes de l'aéroport continuaient de s'ouvrir et de se fermer. Des gens passaient, certains pressés, d'autres heureux de retrouver quelqu'un. Le bruit des valises sur le sol résonnait dans le hall. Mais pour moi, tout était devenu étrangement silencieux. Je regardais encore cette photo. Et soudain, tout est devenu clair. Ce n'était pas un retard. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était même pas un oubli. La fête avait déjà eu lieu. Le gâteau était sur la table. Les verres étaient levés. Ils avaient chanté. Ils avaient ri. Ils avaient soufflé les bougies. Sans moi. Et à cet instant précis, j'ai compris quelque chose que mon cœur refusait d'admettre depuis des années. On ne m'avait pas invité pour être là. On m'avait invité, parce que c'était ce qu'il fallait dire. Parce que ça faisait bien. Parce qu'une mère, une grand-mère, ça s'invite, même si, au fond, personne n'attend vraiment son arrivée. J'ai senti un froid étrange me traverser. Pas une douleur violente. Plutôt une certitude calme. La fête était complète. La famille était réunie. Et moi, je n'étais qu'un nom dans un message. Je me suis levé du banc. J'ai remis mon téléphone dans mon sac, pris la poignée de ma valise et je suis sorti dehors. L'air était froid, humide, ce froid qui glisse sous le col du manteau et vous rappelle soudain que vous êtes loin de chez vous. Devant l'aéroport, les voitures s'arrêtaient, repartaient. Des gens s'embrassaient, certains riaient, d'autres se pressaient vers les taxis. Et là, au milieu de tous ces inconnus, une pensée m'a traversé doucement. Pas comme un coup, non, plutôt comme une vérité qui remonte lentement à la surface. Ce n'était pas la première fois. Ce soir-là à l'aéroport n'était pas une exception. C'était simplement la première fois que je le voyais clairement. Je me suis rappelé les anniversaires où l'on m'avait invité au dernier moment. Les fêtes où je passais la soirée dans la cuisine pendant que les autres parlaient dans le salon. Les appels qui arrivaient seulement quand quelqu'un avait besoin de quelque chose.
Et les longs silences entre deux nouvelles. Pendant des années, j'avais trouvé des excuses. Ils sont occupés. La vie est compliquée. Les enfants grandissent. Mais en regardant les lumières de la ville devant moi, j'ai compris quelque chose de simple et de dur à la fois. Ce qui venait de se passer ce soir. Ce n'était pas un accident. C'était une habitude. Une habitude longue de plusieurs années, que je n'avais jamais vraiment osé regarder en face. Je suis resté là quelques minutes, la main sur la poignée de ma valise, à regarder les voitures passer. Et peu à peu, les souvenirs ont commencé à revenir. Pas les beaux souvenirs, non. Cela reste toujours silencieux quelque part au fond du cœur. Mais les autres, ceux que l'on préfère oublier. Je me suis rappelé le nouvel Andy il y a 2 ans. Élodie m'avait appelé la veille au soir. Sa voix était douce, mais pressée. Si tu veux, tu peux venir demain, enfin, si ce n'est pas trop compliqué pour toi. Comme si j'étais une solution de secours. Je me suis souvenu aussi de l'anniversaire d'Olivier, l'année de ses 40 ans. Je lui avais envoyé un beau portefeuille, avec ses initiales gravées à l'intérieur. J'avais pris le temps de choisir le cuir, de faire écrire les lettres. Et le lendemain, j'avais reçu un message court. Merci à tous pour les cadeaux. À tous. Pas même mon prénom. Puis il y avait ces moments où l'on me demandait de garder les enfants, de venir aider pour un déménagement, de prêter un peu d'argent quand les choses devenaient compliquées. Dans ces moments-là, mon téléphone sonnait toujours. Mais les jours ordinaires, il restait silencieux. Debout sur ce trottoir froid, je me suis rendu compte que ma présence dans leur vie apparaissait surtout quand cela devenait pratique, utile, presque nécessaire. Et disparaissait aussitôt que tout allait bien. Ce soir-là, les souvenirs défilaient un à un, comme si quelqu'un tournait les pages d'un vieux cahier. Et pour la première fois, je ne cherchais plus d'excuses pour eux. Je suis resté encore un moment sur ce trottoir, sans vraiment savoir quoi faire ensuite. Les voitures continuaient de passer. Les phares glissaient sur l'asphalte mouillé. Les gens montaient dans les taxis, d'autres se pressaient vers le parking, les bras chargés de sacs. La vie continuait, comme si rien d'important ne venait de se produire. Et pourtant, pour moi, quelque chose venait de se briser, ou peut-être de se révéler. Je me suis surprise à murmurer presque à voix basse, comme si je me parlais à moi-même. Voilà donc la vérité. Pendant des années, je m'étais raconté une autre histoire. Une histoire plus douce. Je me disais que ma place dans la famille était simplement discrète. Que j'étais celle qui soutient, qui aide, qui ne demande pas trop. Mais ce soir-là, devant l'aéroport, je ne pouvais plus me mentir. Je n'étais pas la personne qu'on attend. Je n'étais pas celle dont la présence change quelque chose. J'étais la solution de secours. La personne qu'on appelle quand c'est pratique. Quand il faut quelqu'un pour aider, pour dépanner, pour compléter une table. Et si elle n'est pas là, la soirée peut continuer exactement de la même manière. Cette pensée aurait dû me faire pleurer. Mais étrangement, les larmes ne sont pas venues. À la place, il y avait une sorte de calme froid. Comme si, après tant d'années, je voyais enfin ma place pour ce qu'elle était vraiment. Je ne savais pas où aller. Je ne voulais pas appeler un taxi pour aller chez eux. Pas après ce que je venais de voir. Mais rester devant l'aéroport, avec ma valise, n'avait pas de sens non plus. Alors j'ai simplement commencé à marcher. Sans plan. Sans direction précise. Le vent était froid, ce genre de froid humide qui s'infiltre dans les manches du manteau. Les roues de ma valise faisaient un bruit régulier sur le trottoir. Les lumières des lampadaires se reflétaient dans les flaques d'eau. Au bout de quelques minutes, j'ai aperçu une petite enseigne lumineuse au coin de la rue. Un café. Le panneau clignotait légèrement. Les lettres n'étaient pas toutes bien éclairées. À travers les vitres embuées, on voyait quelques tables et une lumière chaude. Je me suis arrêté un instant devant la porte. Ce n'était rien de spécial. Un endroit simple, presque oublié. Mais à cet instant, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je suis entré. À l'intérieur, l'air était chaud et sentait le café et les oignons frits. Il n'y avait presque personne. Un homme en blouson mangeait près du comptoir. Un couple âgé parlait doucement dans un coin. Une jeune serveuse a levé les yeux vers moi et a souri poliment. Je me suis approché d'une table près de la fenêtre, j'ai posé ma valise à côté de moi et j'ai retiré mon manteau. Pour la première fois depuis que j'avais quitté l'aéroport, je me suis assise. Pas pour attendre quelqu'un. Juste pour reprendre mon souffle. La serveuse est venue vers moi avec un petit carnet. « Vous voulez boire quelque chose ?» Sa voix était simple, sans curiosité inutile.
J'ai regardé le menu posé sur la table, mais en vérité je savais déjà ce dont j'avais besoin. Un thé bien chaud, s'il vous plaît, et une part de tarte. Quelle tarte? J'ai levé les yeux vers la vitrine. Il y avait plusieurs gâteaux, mais mon regard s'est arrêté sur une tarte un peu irrégulière, avec une couche de crème légèrement affaissée. Celle-là, ai-je dit. Elle a hoché la tête et a disparu vers la cuisine. Je me suis tourné vers la fenêtre. Dehors, la rue était presque vide. Les phares des voitures passaient lentement, éclairant parfois les vitres du café. Quelques minutes plus tard, la serveuse est revenue avec une tasse de thé fumant et une assiette. La tarte était tiède. Je l'ai remerciée doucement. Pendant longtemps, je suis restée là sans toucher ni au thé ni à la fourchette. Simplement assise, les mains autour de la tasse chaude. Et soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Personne n'attendait rien de moi. Personne ne me demandait de cuisiner, d'aider, de servir quelqu'un, de préparer une table ou de résoudre un problème. Je n'étais pas là pour être utile. Je n'étais pas là pour mériter ma place. J'étais simplement assise dans un petit café, avec une tasse de thé et un morceau de tarte, et pour la première fois depuis très longtemps, je n'attendais pas qu'on me remercie. Je n'attendais rien du tout. J'étais juste là, avec moi-même. J'ai pris une première gorgée de thé. Il était fort, un peu amer, exactement comme je l'aime. La chaleur s'est répandue lentement dans ma poitrine. Puis j'ai coupé un petit morceau de tarte et je l'ai goûté. Elle n'était pas parfaite. La pâte était un peu trop cuite sur les bords. La crème légèrement trop sucrée. Mais à cet instant, c'était la meilleure tarte que j'avais mangée depuis longtemps. Je mangeais lentement, sans regarder l'heure, sans vérifier mon téléphone, sans attendre que quelqu'un pousse la porte en courant pour me dire que tout cela était une erreur. Parce que je savais déjà que personne ne viendrait. Et pourtant, quelque chose d'étrange se produisait en moi. Je n'étais pas brisée. Je n'étais pas en train de pleurer. Au contraire, une pensée nouvelle s'installait doucement, comme une petite flamme qui prend dans l'obscurité. Mon soir n'était pas terminé. Oui, ils avaient fêté sans moi. Oui, ils avaient levé leurs verres, soufflé les bougies, ri autour d'une table où je n'existais pas. Mais moi, j'étais encore là, assise dans ce petit café chaud, dans une ville étrangère, avec un thé fumant entre les mains. Et pour la première fois depuis très longtemps, je sentais quelque chose que je n'avais presque plus reconnu. Du respect pour moi-même. Comme si, dans cette halte simple et inattendue, je venais de comprendre une chose très importante. Même si personne ne m'attendait ce soir, ma vie ne s'arrêtait pas pour autant. Quand j'ai fini mon thé, le café était presque vide. La serveuse essuyait les tables, la musique jouait doucement quelque part derrière le comptoir. Dehors, la nuit était déjà tombée. Les lampadaires éclairaient la rue d'une lumière pâle, presque froide. J'ai regardé l'heure. Il était trop tard pour réfléchir longtemps. Retourner à l'aéroport et reprendre un vol immédiatement n'était pas possible. Mais il y avait une chose que je savais avec certitude. Je n'irai pas chez eux. Pas ce soir. Pas après avoir vu cette photo. Pas après avoir attendu seul sur ce trottoir pendant que leur table était déjà pleine. J'ai payé l'addition, remercié la serveuse et remis mon manteau. Ma valise m'attendait à côté de la chaise, silencieuse, fidèle. En sortant du café, l'air était plus froid qu'avant. Je n'ai pas marché longtemps. À quelques rues de là, j'ai aperçu une petite enseigne lumineuse accrochée à un bâtiment bas. Les lettres disaient simplement « Hôtel du Parc ». Le bâtiment n'avait rien de spécial. La peinture était un peu usée, les fenêtres simples. Mais la lumière était allumée à l'intérieur, et c'était suffisant. Je suis entré. Derrière le comptoir, un homme d'une cinquantaine d'années regardait la télévision. Il a levé les yeux vers moi, un peu surpris de voir quelqu'un à cette heure-là. « Bonsoir, vous avez une chambre libre ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Pour une nuit ?» ?»« Oui. Une seule nuit. » Je n'ai rien expliqué. Pas besoin. Quelques minutes plus tard, il m'a donné une clé attachée à un grand porte-clés en plastique. Une chambre simple au bout du couloir. Ce n'était pas un endroit luxueux. Les murs étaient pâles, le couloir étroit, les lampes un peu trop jaunes. Mais cela ne me dérangeait pas. Parce que ce soir-là, il y avait une chose que je refusais plus que tout. Aller chez eux, avec cette humiliation encore dans le cœur. La chambre était petite, mais propre. Une lampe au-dessus du lit, une table de nuit, un vieux téléviseur posé sur un meuble étroit. Le chauffage faisait un léger bruit régulier, comme une respiration tranquille. J'ai posé ma valise près du mur et je me suis assise sur le bord du lit.
Mes jambes étaient lourdes après toute cette journée, mais dans ma tête tout était étrangement clair. Pendant quelques minutes, je suis resté là, simplement à regarder la pièce. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai pris lentement. Un message d'Olivier. Maman, où es-tu? On ne te voit pas. J'ai lu la phrase 2 fois. Quelques secondes plus tard, un autre message est arrivé. Cette fois d'Élodie. Tu es bien arrivé? On ne comprend pas. Tu devais venir. Je suis resté immobile, le téléphone dans la main. Ils écrivaient comme si c'était moi qui avais disparu. Comme si j'avais changé d'avis au dernier moment. Comme si je n'étais jamais sorti de cet avion. Aucun mot sur la photo. Aucune question sur l'aéroport. Aucune excuse. Juste cette impression étrange que quelque part, dans leur histoire, c'était moi qui avais créé la confusion. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit. La chambre était silencieuse. On entendait seulement le chauffage et, très loin dans le couloir, une porte qui se fermait. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose de simple. Même maintenant, ils n'essayaient pas de comprendre ce qui m'était arrivé. Ils essayaient seulement de comprendre pourquoi je n'étais pas là. Je suis resté assise encore un moment, le regard posé sur le téléphone. Les messages étaient là, silencieux sur l'écran. J'aurais pu répondre. Expliquer. Dire que j'étais venu, que j'avais attendu, que j'avais vu la photo. Mais je n'en ai pas eu envie. À la place, j'ai ouvert ma valise. Entre les vêtements soigneusement pliés et les livres pour les enfants, il y avait ma petite tétarde, un cahier simple, à la couverture bleue. Celui où j'écris parfois des recettes, des listes de courses, ou des pensées que je ne dis à personne. Je l'ai sorti et je me suis assise à la petite table près du lit. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile, le stylo au-dessus de la page blanche. Puis j'ai commencé à écrire. Les mots venaient lentement, mais avec une étrange précision. Comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. J'ai écrit. Je ne suis pas une solution de secours. Je ne suis pas une chaise qu'on ajoute quand quelqu'un manque à table. Je ne suis pas le silence qui remplit les espaces vides. Je me suis arrêté, j'ai relu ces lignes. Et pour la première fois depuis des années, j'ai écrit une phrase qui m'a fait respirer plus librement. Je ne suis pas un détail dans la vie des autres. Je suis une personne entière. Je n'ai pas pleuré. Au contraire. En refermant ce cahier, j'ai senti quelque chose de calme se poser en moi. Comme si, dans cette petite chambre d'hôtel inconnue, je venais enfin de me dire la vérité. Le matin est arrivé doucement. Je me suis réveillé tôt, comme toujours. L'habitude de toute une vie. La lumière grise passait à travers les rideaux fins de la chambre, et pendant quelques secondes je ne me souvenais même plus où j'étais. Puis la veille m'est revenue. L'aéroport. La photo. Le café. Cette chambre d'hôtel. Je me suis levé lentement, j'ai fait chauffer de l'eau dans la petite bouilloire et j'ai préparé un thé avec un sachet posé près des tasses. Le goût était simple, presque fade, mais il était chaud, et c'était suffisant. Je me suis assise près de la fenêtre. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un message. Je l'ai ouvert sans me presser. C'était Olivier. Maman, excuse-nous. Il y a eu une confusion. On pensait que ton vol arrivait demain. On s'est trompé dans la date. Mais tu peux venir aujourd'hui. Les enfants t'attendent. Je suis resté immobile quelques secondes. Puis un autre message est arrivé, d'Élodie. Oui, viens aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard, on peut encore fêter ça ensemble. Je relisais leurs mots. Une confusion. Une erreur de date. Comme si toute cette soirée, toute cette attente, toute cette photo, n'était qu'un simple malentendu. Comme si tout pouvait être effacé en un instant. Je regardais l'écran du téléphone, silencieuse. Et quelque part au fond de moi, quelque chose s'était déjà mis en place. Une clarté nouvelle. Parce que ce matin-là, pour la première fois, je ne me demandais plus comment réparer les choses. Je suis resté longtemps à regarder ce message. Autrefois, j'aurais réagi tout de suite. J'aurais appelé, expliqué, peut-être même ri en disant que ce genre de choses arrive. J'aurais pris un taxi et je serais allé chez eux, comme si rien ne s'était passé. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Je ne ressentais ni colère, ni envie de pleurer. Seulement une étrange tranquillité. Je relisais leurs mots, confusion, erreur de date, viens aujourd'hui. Comme si la soirée d'hier n'avait été qu'un petit accident qu'on pouvait facilement corriger. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une question de date. Ce n'était pas même une question de fête. C'était une question de place. Pendant des années,
J'avais accepté de me glisser là où il restait un peu d'espace. J'arrivais quand on me demandait, je repartais quand tout était terminé. Je ne disais rien, je ne posais pas de questions. Je croyais que c'était cela, être une bonne mère, une bonne grand-mère. Mais ce matin-là, assise dans cette petite chambre d'hôtel, je comprenais enfin quelque chose de très simple. Il y a des limites que personne ne met à votre place. Il faut les tracer soi-même. Et pour la première fois de ma vie, je ne pensais plus à comment arranger leur soirée. Je pensais à ce que je devais protéger. Moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le téléphone sur la table, face contre le bois, comme pour faire taire les mots qui continuaient de vibrer dans ma tête. Puis je me suis levée. Dans la petite salle de bain de la chambre, le miroir était simple, un peu trop éclairé. Je me suis regardée quelques secondes. Les cheveux un peu en désordre, les traits fatigués par la route, mais mes yeux étaient calmes. Estrangement calms. J'ai pris mon peigne, j'ai remis mes cheveux en place. J'ai passé un peu de rouge à lèvres, très légèrement, comme je le faisais autrefois quand je sortais pour une occasion spéciale. Pas pour eux. Pour moi. Puis j'ai remis ma veste bleue, celle que j'avais achetée pour la fête. Elle était douce et chaude sur mes épaules. J'ai fermé les boutons lentement, avec soin. Avant, j'aurais déjà appelé un taxi. J'aurais couru vers leur maison, soulagé que tout puisse encore être réparé. Mais ce matin-là, je ne me pressais pas. Je regardais la chambre autour de moi, la lumière grise derrière la fenêtre, la petite bouilloire encore tiède sur la table. Et pour la première fois depuis très longtemps, je sentais que je pouvais décider seule de la suite. Je n'avais plus besoin de courir pour rattraper leur soirée. À partir de maintenant, je marcherai à mon rythme. Et selon mes propres règles. Avant de retourner à l'aéroport, je n'y suis pas allée tout de suite. J'avais encore quelques heures devant moi. Assez pour faire une chose que je repoussais depuis longtemps. À 2 rues de l'hôtel, j'ai aperçu une petite poste. Une enseigne simple, un peu ancienne, avec des vitrines pleines d'enveloppes, de cartes et de timbres. Je suis entrée. À l'intérieur, il faisait chaud et l'air sentait le papier et l'encre. Derrière le comptoir, une jeune femme classait des lettres dans des casiers. « Bonjour, madame, vous avez besoin de quelque chose ? » ?»« Oui. Une enveloppe, s'il vous plaît. Et un stylo. » Elle m'a donné ce que je demandais sans poser de questions. Je me suis installée à une petite table près de la fenêtre. Pendant quelques secondes, je suis restée immobile avec la feuille blanche devant moi. Puis j'ai écrit un nom en haut de la page. Claire. Ma petite fille. La seule, dans toute la famille, qui m'appelait parfois juste pour parler. La seule qui m'envoyait des messages sans attendre quelque chose en retour. Elle m'envoyait des photos de son chat, me racontait ses examens, me demandait parfois comment je faisais certaines recettes. Avec elle, je n'avais jamais eu l'impression d'être utile. Seulement d'être quelqu'un. Je me suis penchée sur la feuille et j'ai commencé à écrire. Je lui ai raconté simplement que j'étais venue pour l'anniversaire, que je l'avais attendue à l'aéroport, que j'avais vu la photo. Pas avec de la colère. Pas avec des reproches. Juste avec la vérité. Quand j'ai terminé la lettre, je l'ai relue une fois. Puis je l'ai pliée doucement et je l'ai glissée dans l'enveloppe. En écrivant son adresse, j'ai senti quelque chose de léger dans la poitrine. Parce que, même si ce voyage m'avait montré beaucoup de choses douloureuses, il m'avait aussi rappelé qu'il existait encore une personne dans cette famille qui me voyait vraiment. Je suis restée un moment à regarder la feuille avant de continuer. Je ne voulais pas écrire avec de la colère. Ni avec des reproches. Claire ne méritait pas de recevoir toute cette tristesse. Elle n'y était pour rien. Alors j'ai respiré profondément, et j'ai écrit simplement. Je lui ai raconté mon voyage. Le vol, l'arrivée à l'aéroport, l'attente près de la sortie. Je lui ai dit que j'avais vu la photo de l'anniversaire sur Internet et que j'avais compris que la fête avait déjà commencé sans moi. Mais je n'ai accusé personne. Je n'ai pas écrit de phrases dures. Pas de plainte, pas de reproches. À la place, j'ai expliqué ce que j'avais compris ce soir-là. Que parfois, dans une famille, on peut rester longtemps à une place qui n'est pas vraiment la nôtre. Qu'on peut croire qu'il suffit d'être patient, gentil, discret, pour que tout s'arrange un jour. Mais que la vie finit toujours par nous montrer la vérité. J'ai écrit que ce voyage m'avait fait ouvrir les yeux. Pas seulement sur cette soirée, mais sur toutes les années où j'avais essayé d'être la personne facile, celle qui ne dérange pas. Et j'ai terminé la lettre avec une phrase très simple. Je ne suis plus fâchée contre personne. J'ai simplement décidé de me respecter moi-même. En posant le stylo, j'ai senti un calme étrange.
Comme si, en écrivant ces mots, j'avais enfin raconté mon histoire sans me cacher derrière des excuses ou des silences. Juste la vérité. Et cette vérité, pour la première fois depuis longtemps, ne me faisait plus peur. Quand j'ai terminé d'écrire, j'ai relu la lettre une dernière fois. Les mots étaient simples. Calms. Sans colère. C'était peut-être la première fois que je racontais quelque chose de ma vie sans essayer de protéger quelqu'un d'autre. Sans chercher les bonnes excuses pour les autres. Juste la vérité. J'ai plié la feuille soigneusement et je l'ai glissée dans l'enveloppe. Mes doigts ont lissé le papier une seconde, comme si je voulais être sûr qu'il était bien fermé. Puis je me suis levée et je suis allée vers le comptoir. « Vous pouvez envoyer celle-ci aujourd'hui ?» ai-je demandé. La jeune femme a pris l'enveloppe, a collé le timbre et l'a déposée dans une petite boîte derrière elle. Elle partira cet après-midi. Je l'ai remerciée et je me suis tournée vers la porte. En sortant dans l'air frais de la rue, j'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. De la légèreté. Pas parce que tout était réglé. Pas parce que la blessure avait disparu. Mais parce que, pour la première fois, je n'avais pas envoyé mes mots vers quelqu'un qui allait les ignorer ou les utiliser. Cette lettre allait vers quelqu'un qui me voyait vraiment. Et en marchant vers l'aéroport avec ma valise derrière moi, j'ai compris que parfois, il suffit d'une seule personne sincère dans une vie pour rappeler qu'on existe encore. Et que cela peut être énormément. Dans l'avion, il y avait moins de monde que la veille. J'ai pris un siège près du hublot et j'ai posé mon manteau sur mes genoux. Les passagers s'installaient tranquillement, certains déjà plongés dans leur téléphone, d'autres fermant les yeux avant même le décollage. Moi, je regardais simplement la piste par la petite fenêtre. Quand l'avion a quitté le sol, la ville s'est éloignée lentement sous les nuages. Les lumières se sont transformées en petits points, puis ont disparu complètement. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Puis encore. Et encore. Je l'ai sorti de mon sac. Plusieurs messages d'Olivier. 2 d'Élodie. Les mots se ressemblaient tous un peu. Maman, appelle-moi. On a vraiment cru que tu arrivais demain. Les enfants demandent où tu es. On peut encore arranger les choses. Autrefois, ces messages m'auraient fait paniquer. J'aurais eu peur d'avoir mal compris, peur de tout abîmer, peur de laisser un malentendu s'installer. J'aurais appelé immédiatement. Mais cette fois, je n'ai rien fait. Je regardais simplement l'écran. Les excuses arrivaient les unes après les autres, comme si quelqu'un essayait de remettre en ordre une histoire qui avait déjà été écrite. Et, pour la première fois, je ne ressentais pas ce besoin urgent de réparer quelque chose. Parce que je savais maintenant une chose très simple. Certaines choses ne se réparent pas en s'excusant. Elles se comprennent, et ensuite on avance. Quand je suis arrivée dans ma ville, il faisait déjà nuit. L'air était humide, les lampadaires éclairaient les trottoirs presque vides. Rien n'avait changé. Les mêmes rues, les mêmes maisons silencieuses. Je suis sortie du taxi devant ma porte et j'ai sorti la clé de mon sac. La lumière du porche était restée allumée. Une vieille habitude. J'aime rentrer dans une maison où une petite lumière m'attend. La porte s'est ouverte avec le même grincement familier. À l'intérieur, il y avait l'odeur du bois et de la lavande. Le chauffage s'est mis à ronronner doucement, comme pour me saluer. J'ai posé ma valise près du mur et je suis restée immobile quelques secondes au milieu de la cuisine. C'était ma maison. Le même vieux buffet, la même table où nous avions autrefois fêté tant d'anniversaires. Là où Olivier renversait toujours son verre quand il était petit. Là où Claire découpait des formes dans les serviettes en papier quand elle venait me voir. Tout était à sa place. Et pourtant, moi, je ne me sentais plus tout à fait la même. Oui, la douleur était là. Elle ne disparaît pas en une nuit. Ce genre de blessure reste quelque part dans la poitrine. Mais avec cette douleur, quelque chose d'autre venait d'apparaître. Une liberté nouvelle. Je n'avais plus besoin d'attendre un appel. Plus besoin de vérifier mon téléphone chaque soir. Plus besoin d'espérer qu'un jour quelqu'un se souvienne de moi. Je pouvais simplement vivre. Pas en attendant d'être invité dans la vie des autres, mais en habitant enfin la mienne. Après avoir posé ma valise, je ne me suis pas couchée tout de suite. La maison était silencieuse, mais ce silence ne me pesait pas. Au contraire, il était presque apaisant. Comme si les murs eux-mêmes respiraient plus calmement. Je suis allée vers le vieux meuble près du réfrigérateur. Dans le tiroir du bas, je garde toujours des dossiers. Des papiers importants, des reçus, des documents que je n'ai jamais vraiment pris le temps de trier. J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti 2 grandes chemises cartonnées. La première portait un nom écrit au stylo, Olivier.
Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des copies de virements, des reçus, des factures payées. L'assurance de sa voiture. Une réparation de chaudière chez eux. Les frais d'école des enfants à une période difficile. Des transferts d'argent que j'avais faits sans réfléchir, simplement parce qu'ils en avaient besoin. Page après page. Puis j'ai pris la deuxième chemise. Claire. Elle était beaucoup plus fine. À l'intérieur, il n'y avait presque pas de papiers officiels. Seulement des cartes postales, quelques photos, et 2 lettres écrites à la main. L'une d'elles disait simplement « Merci d'être toujours là ». Je suis resté longtemps à regarder ces 2 dossiers posés côte à côte sur la table. L'un rempli de preuves d'aide. L'autre rempli de preuves d'affection. Et ce soir-là, en rangeant lentement ces papiers, j'ai compris que je ne faisais pas seulement de l'ordre dans un tiroir. Je faisais de l'ordre dans ma vie. Quand les virements ont été annulés, la conseillère a fermé une fenêtre sur son écran et en a ouvert une autre. Elle parcourait mon dossier en silence, les yeux concentrés. Puis elle s'est arrêtée. Madame Martin, je vois aussi qu'il existe une procuration sur votre compte. Je savais de quoi elle parlait. Cette procuration permettait à Olivier d'accéder à mes comptes. À une époque, cela me semblait normal. Il disait que ce serait plus simple, au cas où quelque chose m'arriverait, au cas où je ne pourrais plus m'occuper de tout moi-même. Je me souviens encore du jour où j'avais signé. Je pensais que c'était une marque de confiance entre une mère et son fils. La conseillère a levé les yeux vers moi. Cette procuration donne à votre fils le droit d'effectuer certaines opérations en votre nom. Voulez-vous la maintenir ou la retirer? Je n'ai pas hésité. Je veux la retirer. Elle a hoché la tête et a imprimé un document. Dans ce cas, il suffit de signer ici. Le papier était posé devant moi. Une ligne, un espace pour ma signature. Un geste simple. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. Je n'avais pas l'impression de trahir quelqu'un. Ni de me venger. Je signais simplement quelque chose que j'aurais dû comprendre depuis longtemps. Quand j'ai rendu le document, la conseillère a validé l'opération. Voilà. À partir d'aujourd'hui, cette procuration n'existe plus. Je me suis levé, j'ai remis mon manteau. Et en quittant la banque, j'ai senti un poids invisible disparaître de mes épaules. Pas parce que j'avais repris de l'argent, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, mes décisions m'appartenaient entièrement. En sortant de la banque, l'air froid m'a frappé le visage. Le ciel était clair, presque pâle, et la neige de la nuit avait laissé une fine couche blanche sur les trottoirs. Les gens passaient autour de moi avec leurs sacs, leurs manteaux, leurs pensées. Je me suis arrêté quelques secondes sur les marches. Autrefois, j'aurais peut-être eu mauvaise conscience. J'aurais pensé, et s'ils ont encore besoin d'aide? Et si je suis trop dur? Mais ce matin-là, ces questions ne sont pas venues. Parce que je savais une chose très simple. Ce que je venais de faire n'était pas une punition. Ce n'était pas une vengeance. Pendant des années, j'avais aidé mon fils et sa famille sans compter. Je l'avais fait de bon cœur, sans calculer, parce que c'est ce que font les parents. On donne, on soutient, on espère que l'amour circule dans les 2 sens. Mais l'amour ne devrait jamais ressembler à une obligation silencieuse. Et surtout, il ne devrait jamais ressembler à une habitude que personne ne remarque. En descendant les marches de la banque, je pensais à cette soirée à l'aéroport. À moi, debout avec ma valise, regardant les portes automatiques s'ouvrir et se fermer. Personne n'était venu. Alors oui, ce matin-là, quelque chose avait changé. Je n'étais plus obligé de continuer à porter seul une relation où ma présence n'avait plus de valeur. Je ne retirais rien par colère. Je remettais simplement les choses à leur place. Et pour la première fois depuis très longtemps, cette place me semblait juste. Après la banque, je ne suis pas rentré directement chez moi. J'avais encore une adresse à visiter. Le bureau de mon avocat se trouvait à quelques rues de là, dans un ancien bâtiment en pierre que je connaissais depuis des années. Ma famille avait déjà réglé plusieurs affaires là-bas autrefois. L'achat de la maison, les papiers après la mort de mon mari, et même mon premier testament, signé il y a presque 20 ans. La plaque sur la porte disait toujours la même chose. Maître Bernard Lemaire, conseiller juridique. J'ai frappé doucement et je suis entré. Le bureau n'avait pas changé. Les mêmes étagères pleines de dossiers, les mêmes rideaux épais, et cette odeur de papier ancien mélangée au café. Maître Lemaire s'est levé de derrière son bureau en me voyant. Madame Martin, cela faisait longtemps. Que puis-je faire pour vous? Je me suis assise en face de lui et j'ai posé mon sac sur mes genoux. Pendant un instant, je me suis demandé comment commencer.
Puis j'ai simplement dit la vérité. Je voudrais modifier mon testament. Il a hoché la tête calmement, comme si cette demande était la chose la plus naturelle du monde. Très bien. Vous souhaitez changer certains détails, ou tout revoir. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tout revoir. Il a ouvert un nouveau dossier, a pris un stylo et a commencé à écrire. D'accord. Nous allons recommencer depuis le début. Et pendant qu'il préparait les documents, j'ai senti que je faisais encore une chose importante. Pas pour punir quelqu'un, mais pour décider enfin de ce qui devait rester, et de ce qui devait disparaître de ma vie. Maître Lemaire a posé son stylo et m'a regardé attentivement. Très bien, Madame Martin. Alors dites-moi simplement ce que vous souhaitez changer. Je me suis redressé légèrement dans la chaise. Ce n'était pas une décision improvisée. Pendant toute la nuit et toute la matinée, les pensées avaient trouvé leur place. Je veux que tout soit modifié, ai-je dit calmement. La maison, les économies, les placements, tout. Il a hoché la tête. Et à qui souhaitez-vous transmettre ces biens? Je n'ai pas hésité. À ma petite fille, Claire. Il a levé les yeux vers moi, peut-être un peu surpris. Uniquement à elle? Oui. Je me suis arrêté un instant, puis j'ai ajouté doucement. Elle est la seule qui n'a jamais attendu quelque chose de moi. Je pensais à ces messages simples, à ces appels tard le soir juste pour parler, à ces lettres maladroites mais sincères. Claire ne m'appelait pas pour demander, ni pour résoudre un problème. Elle appelait, parce qu'elle pensait à moi. Maître Lemaire écrivait chaque mot avec précision. Donc, vous souhaitez que tous vos biens soient transmis à votre petite fille, avec effet après votre décès, tout en gardant votre contrôle total tant que vous êtes en vie. Exactement. Je n'étais pas en train de retirer quelque chose à quelqu'un. Je protégeais simplement ce que j'avais construit toute ma vie. Et surtout, je le confiais à la seule personne qui avait toujours su me regarder comme une grand-mère, et non comme une solution. Maître Lemaire a imprimé les documents et les a posés devant moi sur le bureau. Les feuilles étaient bien alignées, propres, prêtes à être signées. Il m'a indiqué l'endroit exact avec la pointe de son stylo. Ici, et ici également. J'ai pris le stylo. Pendant une seconde, j'ai regardé mon nom écrit en bas de la page. Ce nom que j'avais signé des centaines de fois dans ma vie. Pour des factures, des contrats, des papiers administratifs. Mais celui-ci était différent. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de documents. Il s'agissait de ma vie. J'ai signé. Ma main était stable. Pas une hésitation, pas un tremblement. Maître Lemaire a pris les feuilles, les a classées dans un dossier, puis a relevé les yeux vers moi. Voilà. Tout est en ordre. Je me suis levé lentement. Et en quittant ce bureau, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je ne ressentais pas de colère, pas de vengeance, pas même de tristesse. À la place, il y avait un calme profond. Comme si, après des années passées à essayer de rester à la bonne place dans la vie des autres, je venais enfin de faire quelque chose pour moi. Pour la première fois depuis très longtemps. Je m'étais choisi. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné dans l'après-midi. Je savais déjà qui c'était avant même de regarder l'écran. Claire. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai décroché. Sa voix tremblait légèrement. Mamie, j'ai reçu ta lettre. Pendant une seconde, nous sommes restées silencieuses toutes les deux. Je pouvais entendre sa respiration au bout du fil. Pourquoi personne ne m'a rien dit? A-t-elle demandé doucement. Papa m'a dit que tu avais changé d'avis au dernier moment. Qu'il pensait que tu ne voulais plus venir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais la fenêtre devant moi, les branches nues du jardin qui bougeaient dans le vent. Je suis venue, Claire, ai-je dit calmement. J'ai pris l'avion. J'étais à l'aéroport, et j'ai attendu. De l'autre côté du téléphone, j'ai entendu un souffle court. Tu étais là? Oui. Je lui ai raconté simplement. L'arrivée, l'attente devant la sortie, la photo que j'avais vue sur Internet. Les bougies, la table, les sourires. Sans colère. Juste les faits. Claire est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis j'ai entendu sa voix se briser légèrement. Mamie, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Si j'avais su, je serais venue te chercher moi-même. Ces mots n'étaient pas parfaits. Mais ils étaient vrais. Et pour la première fois depuis cette soirée à l'aéroport, j'ai senti que quelqu'un, quelque part, comprenait réellement ce qui s'était passé. Pendant un moment, ni Claire ni moi n'avons parlé. Puis sa voix est revenue, plus douce. Mamie, je suis vraiment désolée. Je pouvais sentir qu'elle cherchait ses mots,
qu'elle ne voulait pas dire quelque chose de maladroit. Tu sais, quand papa m'a dit que tu n'étais pas venu, j'ai trouvé ça étrange. Tu ne fais jamais ça. Tu tiens toujours tes promesses. Je me suis surprise à sourire légèrement. Oui, j'essaie. Elle a continué, un peu plus vite, comme si tout ce qu'elle avait gardé en elle sortait d'un coup. Tu sais pourquoi je t'appelle souvent? Parce qu'avec toi, c'est simple. Tu m'écoutes vraiment. Tu ne me juges pas. Tu me parles comme si j'étais quelqu'un d'important. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Je n'avais rien demandé. Je n'avais jamais attendu qu'on me remercie pour être simplement présente. Mais entendre cela, c'était comme une lumière dans une pièce restée sombre trop longtemps. Claire, ai-je dit doucement, tu es la seule de cette famille qui m'a toujours regardée comme une personne, pas seulement comme une grand-mère qui doit t'aider. Elle a respiré profondément. Pour moi, tu es beaucoup plus que ça. Un silence court. Puis elle a ajouté, presque timidement. Tu sais, je suis fière de toi. Je suis restée immobile, le téléphone contre mon oreille. Ces mots étaient simples. Mais ils avaient une force que je n'avais pas entendue depuis des années. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vraiment vue. Après quelques secondes de silence, Claire a repris la parole. Sa voix était plus calme maintenant, mais je sentais encore l'émotion derrière chaque mot. Mamie, est-ce que je peux venir te voir? La question était simple, presque timide. J'ai quelques jours libres la semaine prochaine, a-t-elle ajouté. Je pourrais prendre le train. Ce n'est pas très loin, si ça ne te dérange pas. Je me suis appuyée contre le dossier de la chaise. Pendant un instant, j'ai fermé les yeux. Personne ne me demandait quelque chose. Personne ne cherchait une aide, un service, une solution. Elle voulait simplement venir. Bien sûr que tu peux venir, Claire, ai-je répondu doucement. La maison est toujours ouverte pour toi. Je l'ai entendu sourire de l'autre côté du téléphone. Vraiment? Oui. Alors je viendrai samedi. Sa voix s'est éclaircie, presque comme celle d'une enfant qui vient d'apprendre une bonne nouvelle. Nous avons encore parlé quelques minutes de choses simples. Le train, l'heure d'arrivée, ce qu'elle apporterait peut-être. Puis l'appel s'est terminé. Je suis restée un moment dans la cuisine, le téléphone posé devant moi. Et je pensais à cette phrase qu'elle venait de dire. Est-ce que je peux venir te voir? Ce n'était pas une obligation. Ce n'était pas une politesse. C'était un choix. Et à cet instant, j'ai compris que, même dans une famille pleine de silence et d'absence, il suffisait parfois d'une seule personne sincère pour que tout ne soit pas perdu. Je me tenais sur le quai quand le train s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes et les passagers ont commencé à descendre. Pendant quelques secondes, je regardais les visages, puis je l'ai vue. Claire. Elle marchait avec son sac à dos, les cheveux un peu en désordre après le voyage, mais avec ce sourire sincère que je reconnaîtrais entre mille. Dès qu'elle m'a aperçu, elle a accéléré le pas. Et une seconde plus tard, elle était déjà dans mes bras. Mamie, je suis tellement contente de te voir. Son étreinte était simple, forte, vraie. Pas une embrassade polie, pas une obligation familiale. Juste de la chaleur. Et à cet instant précis, j'ai compris quelque chose. Certaines personnes viennent vers vous parce qu'elles doivent le faire. Mais elle était venue parce qu'elle le voulait vraiment. Dans la cuisine, nous avons commencé à préparer le dîner ensemble. Claire coupait les légumes pendant que je faisais chauffer l'eau pour le thé. Nous parlions de tout et de rien, comme si nous avions toujours vécu sous le même toit. Après le repas, nous avons sorti les vieux jeux de société. Nous avons ri, disputé une partie de cartes, puis une partie d'échecs. De temps en temps nous faisions une pause pour boire du thé chaud et grignoter un morceau de gâteau. La maison, qui était restée si silencieuse pendant longtemps, s'est soudain remplie de vie, de voix et de rire. Et je me suis rendu compte que, grâce à ces moments simples, nous recréions peu à peu cette atmosphère de foyer que j'avais perdue depuis si longtemps. Assise à la table de la cuisine, une tasse de thé chaude entre les mains, je regardais Claire rire en essayant de battre mon vieux record aux échecs. La maison était calme, mais vivante. Pas de bruit forcé, pas de conversation pour faire bonne figure. Juste nous deux. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de très simple. La vraie famille ne se mesure pas aux grandes invitations ni aux belles photos publiées sur les réseaux. La vraie famille, c'est la présence honnête d'une personne qui choisit d'être là. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de mon fils. Pendant un instant, j'ai hésité. Autrefois, j'aurais répondu immédiatement, presque avec soulagement. Mais cette fois,
Je suis resté immobile quelques secondes avant de décrocher. Maman, enfin je te joins, a-t-il dit rapidement. Écoute, pour l'anniversaire, il y a eu un malentendu. On a confondu les dates, tout est allé trop vite. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Je l'écoutais sans l'interrompre. Sa voix cherchait des explications, des justifications, comme s'il voulait réparer l'histoire avec quelques phrases bien choisies. Tu comprends? Ce sont des choses qui arrivent. Je me suis appuyé contre le dossier de la chaise. Autrefois, j'aurais accepté ces mots sans réfléchir. J'aurais fait semblant de croire à cette erreur pour que tout redevienne normal. Mais quelque chose en moi avait changé. Ant, ce n'est pas une erreur, ai-je dit calmement. Les erreurs arrivent une fois. Ce qui s'est passé, c'est une habitude. Il est resté silencieux quelques secondes. Tu exagères un peu, maman. Je n'ai pas haussé la voix. Non. J'ai simplement compris. Dans la pièce, tout était calme. Par la fenêtre, la lumière de l'après-midi tombait doucement sur la table. J'ai passé beaucoup d'années à essayer de rester à ma place dans votre vie. À attendre qu'on se souvienne de moi. Mais maintenant, je ne veux plus revenir à ce rôle. Au bout du fil, il ne trouvait plus quoi dire. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais plus besoin qu'il comprenne. Je suis restée silencieuse un instant, puis j'ai parlé calmement. Tu sais, Ant, pendant des années j'ai attendu. J'ai attendu que vous m'appeliez, que vous pensiez à moi, que vous me gardiez une place dans votre vie. Je regardais la lumière tomber doucement sur la table pendant que je parlais. Mais je ne fais plus ça maintenant. Il n'a rien dit, alors j'ai continué, toujours d'une voix tranquille. Je ne t'en veux pas. Je ne suis pas en colère. J'ai simplement compris quelque chose. Je n'ai plus besoin d'attendre qu'on me donne une place. Je me suis arrêtée une seconde, puis j'ai ajouté. Je ne cherche plus à être la première dans votre vie. Et je ne vais plus courir après ça. Au bout du fil, je l'entendais respirer, sans savoir quoi répondre. Maintenant, Ant, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Me mettre moi-même à la première place dans ma propre vie. Et en disant ces mots, je me suis sentie étonnamment calme, comme si quelque chose en moi venait enfin de se remettre à sa juste place. Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé le téléphone sur la table et je suis restée un moment en silence. La maison était calme. On entendait seulement le léger bruit du vent derrière la fenêtre. Je pensais à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. À l'aéroport, à cette attente inutile, à la photo sur l'écran, puis à la petite cuisine où Claire riait en buvant du thé. Et soudain, j'ai compris quelque chose. Je n'étais pas une victime. Je ne m'étais pas endurcie. Et je ne m'étais pas brisée non plus. J'avais simplement cessé de vivre comme si je devais quelque chose à ceux qui n'avaient jamais vraiment apprécié mon amour. Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais ni colère ni tristesse. Seulement une paix étrange et solide. La paix de quelqu'un qui a enfin compris qu'il a le droit de vivre pour lui-même.